Bonjour à tous, je suis Béatrice Perron, je suis professeure d'économie et j'enseigne en classe préparatoire et puis je dirige le programme Melchior. C'est un programme qui est développé par l'Institut d'entreprise en partenariat avec l'Éducation nationale. J'ai le plaisir d'introduire cette 4e conférence. Vous avez maintenant sans doute l'habitude de partager ce moment avec nous. Et donc, dans ce cycle, l'économie en question, vous le savez, c'est un cycle qui est adossé au livre de Bruno Bensasson, qui est avec nous aujourd'hui également. L'économie n'est pas qu'une affaire d'argent et qu'on trouve sur le site internet des Presses des Mines et depuis le 7 décembre, on va dire dans toutes les bonnes librairies. Alors, j'aime rappeler également que Bruno Bensasson reverse ses droits d'auteur à des associations en faveur de l'insertion professionnelle et c'est une bonne chose et j'aime à le rappeler. Alors, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui peuvent également retrouver sur le site Melchior l'ensemble des informations à vos dispositions sur les sessions précédentes, sur la genèse du cycle, sur le forum. Et nous vous invitons à faire vivre cet espace de dialogue. Alors, nous allons aborder ce soir une magnifique thématique qui s'appelle Mutation productive, innovation et globalisation redistribuent les cartes. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter nos 2 intervenants. Alors bien sûr Bruno Bensasson, parce que c'est avec vous que nous avons lancé ce cycle de conférences. Vous êtes ingénieur, vous avez travaillé 10 ans dans la fonction publique en France et vous êtes aujourd'hui en charge du pôle énergie renouvelable d'EDF. Mais c'est en votre nom que vous intervenez dans ce cycle. Bonjour Bruno. Bonsoir Béatrice, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être à nouveau parmi vous ce soir et merci beaucoup à l'Université Paris-Dauphine et à son président de nous accueillir. Et pour mémoire, hein, Paris-Dauphine a été créé à la fin des années 60-68, notamment pour enseigner l'économie autrement. Et parmi les professeurs, les premiers professeurs, il y avait Jacques Delors. Donc c'est vraiment un grand honneur d'être ici ce soir. Merci beaucoup Bruno. Et j'ai le grand plaisir pour cette 4e conférence d'accueillir Helmut Mood. Et je vous avoue que c'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'échanger avec vous et d'initier cet échange. Vous êtes docteur en sciences économiques, vous êtes économiste, vous êtes également professeur d'économie internationale, vous êtes président de l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes également consultant auprès de l'OCDE, l'ONU, la Banque mondiale et vous êtes régulièrement sollicité pour être professeur invité dans des universités prestigieuses. Vous êtes aussi un auteur d'ouvrages d'économie que tous les élèves étudiants s'arrachent. Alors, ils ont travaillé notamment sur mondialisation et délocalisation des entreprises et l'immigration en France. Melchior a eu grand plaisir de relayer vos publications par des notes de lecture. Et vous écrivez également de nombreux articles qui sont publiés dans des revues internationales académiques. Vous faites avancer la connaissance et nous allons avoir le grand plaisir ce soir de faire l'état des lieux sur cette thématique. Cet échange va être modéré par Camille Claron, que je remercie d'avoir accepté d'assurer la modération. Camille est agrégée de sciences économiques et sociales et elle va mener avec brio cet échange avec nos intervenants. Et vous qui êtes en ligne, pour que cet échange soit très interactif et que vous puissiez être avec nous, je vous invite à poser toutes les questions dans le chat tout au long de l'échange et Charline Fornari, Charline de Melchior, comme j'aime à l'appeler aussi, les relaiera aux intervenants pour permettre de donner de l'interactivité. Merci beaucoup et belle soirée à vous. Camille, c'est à vous. Merci Béatrice, donc j'ai le plaisir de modérer cet échange et je vous propose de suivre la logique qui a été la vôtre Bruno dans l'écriture de votre ouvrage. Et donc nous allons commencer par le chapitre 10 que vous avez consacré à l'innovation, intitulé « L'innovation bouscule la valeur des choses ». Je commence donc avec une question s'adressant directement à vous Bruno. Donc, sous quelles conditions l'innovation est-elle bénéfique à un pays et pourquoi ? Alors d'abord quelques mots sur ce qu'on appelle l'innovation. Car toute invention n'est pas une innovation et j'appellerais une innovation, si je puis dire, une invention qui marche. Et si elle marche, si elle trouve sa place dans l'économie, c'est qu'elle va aider à satisfaire les gens en dépit de la rareté des choses, des ressources naturelles et du temps, selon la définition qu'on s'est donnée de l'économie au début de notre cycle.
Alors, expliquons cela en revenant, comme à notre habitude, sur l'île de Robinson, qui produit et consomme des fruits. Lors de notre précédente conférence, on avait vu que la production était limitée à la fois par la quantité de facteurs employés, le travail et les échelles dans notre cas, mais aussi par ce qu'on avait appelé la productivité de ces facteurs. Et pour faire simple, avant de faire compliqué, on avait supposé que ce rapport entre les fruits produits et les facteurs de production, ce qu'on avait appelé la fonction de production, était figé. Avec l'innovation dont on va parler aujourd'hui, justement, les fonctions de production vont pouvoir changer. Et l'innovation, elle va pouvoir être soit quantitative, soit qualitative. Je vais y revenir. Pour rester néanmoins assez simple, on va supposer que l'innovation, elle est déjà donnée, elle est là. On ne sait pas bien comment elle est arrivée aujourd'hui, mais elle est là, sans se demander si elle a dû être promue ou pas par les pouvoirs publics, sans se demander si elle va avoir un impact sur l'environnement, la santé indirectement. Tous ces sujets, on y reviendra un petit peu plus tard dans notre cycle de conférences à la 7e conférence, mais aujourd'hui, on va considérer l'innovation comme donnée. Donc, l'innovation, elle peut être quantitative. Ce que je veux dire par une innovation quantitative, c'est que Robinson va pouvoir produire plus des mêmes fruits en mobilisant toujours les mêmes facteurs, mais avec de nouveaux procédés. Donc, il va pouvoir produire tandis que par innovation qualitative, je veux dire qu'avec les mêmes facteurs, il va pouvoir produire de nouveaux types de fruits ou d'échelles ou de filets qui, d'une façon ou d'une autre, lui permettront d'être plus satisfait. Car si une invention ne permet pas à Robinson d'être plus satisfait, eh bien, tout simplement, il ne l'adoptera pas et on n'entendra jamais parler. Et quand on dépasse le seul cas de Robinson et qu'on se place à l'échelle de l'île tout entière et de sa population, c'est un peu la même chose. Soit l'innovation est utile et alors des entreprises vont se saisir, soit elle est inutile et elle ne se développera pas. Par exemple, si un nouveau procédé permet de produire plus de fruits avec la même quantité de facteurs, donc une innovation quantitative, des entreprises verront qu'elles ont intérêt à adopter ce procédé, à l'employer, qu'elles vont en tirer un profit. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'au-delà du profit des entreprises, c'est toute l'île qui disposera maintenant de plus de fruits et donc tout le monde devrait pouvoir en bénéficier si la société s'organise bien. Et c'est ainsi que l'innovation, le progrès des sciences et des techniques a été et reste encore aujourd'hui, avec le progrès de l'éducation et de la formation, l'un des principaux moteurs des progrès de la productivité des facteurs, de la hausse des salaires et de l'amélioration de notre niveau de vie dans le temps long. Dans le temps court, c'est là que les choses peuvent être plus compliquées. Merci Bruno. Donc, si l'innovation peut être bénéfique, l'innovation peut-elle faire des perdants? Pourquoi? Et si oui, comment y remédier? Oui, on peut dire que l'innovation a deux grands types d'effets. D'une part, elle a un effet d'augmentation, quantitative ou qualitative, soit la quantité de fruits, soit leur nature, donc une augmentation de la production totale. Cet effet, il est globalement positif. Et puis, d'autre part, elle a un effet de répartition de la production qui, lui, est globalement neutre, mais qui peut faire des perdants pour qui cet effet de répartition l'emporterait sur l'effet de production. Et au début du 19e siècle, il y avait peut-être plus de 90% de la population française active qui se consacrait à l'agriculture. Elle travaillait sans doute 2 fois plus que nous travaillons aujourd'hui et bénéficiait d'un niveau de vie qui était bien inférieur, sans commune mesure avec le nôtre aujourd'hui, qu'on considère la santé, l'alimentation, le confort domestique ou encore les loisirs. Et donc, les progrès faits depuis lors tiennent d'abord à l'innovation. L'innovation, il y a d'abord cet effet de production qui est globalement positif.
Mais si l'innovation est utile dans le temps long, elle suscite souvent des inquiétudes dans le temps court. Et au même 19e siècle, un petit peu plus tard, l'Angleterre a connu un mouvement qu'on appelle le mouvement des Luddites, qui étaient des ouvriers de l'industrie textile, qui étaient inquiets, et à juste titre, de la concurrence des métiers à tisser. Et aujourd'hui encore, ce n'est plus les Luddites et les métiers à tisser, mais on s'interroge sur la façon dont l'intelligence artificielle, par exemple, peut modifier et détruire des emplois. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet effet possible d'inquiétude et de répartition? On a vu la dernière fois, lors de notre précédente conférence, que les revenus se répartissent entre secteurs et facteurs productifs en fonction de leur utilité relative. Le secteur des pommes reçoit d'autant plus de revenus que les pommes sont utiles, en comparaison des poires. On en était là la dernière fois. Et dans le secteur de la pomme, la part de la valeur ajoutée qui revient au travail était d'autant plus importante que c'est le travail, plutôt que les échelles, qui contribuent à la production de pommes. Si bien que si l'innovation augmente la productivité de tout ou partie des secteurs, mais sans changer l'utilité relative de tel produit ou de tel facteur, alors elle aura principalement ou exclusivement un effet de production, d'augmentation globale de la production, sans effet de répartition. Et donc, tout le monde y gagnera. On y aura gagné. Et dans le temps long, globalement, c'est ce qu'on observe. Les salaires réels et le pouvoir d'achat du travail augmentant. En revanche, si l'innovation introduit un nouveau fruit qui diminue l'utilité relative de la pomme ou un nouveau procédé qui fait que produire des pommes requiert désormais plutôt des échelles que du travail, alors il y aura une nouvelle répartition des revenus entre secteurs ou entre facteurs. Et si cet effet de répartition l'emporte, il pourrait bien y avoir des perdants, au moins à court terme. Alors, comment y remédier? C'était aussi une partie de votre question, Camille. Alors, comme on l'a évoqué la fois passée avec Gilles Berset, une bonne façon de remédier au choc de toute nature, c'est la mobilité. La mobilité, alors d'abord vers les entreprises les plus innovantes, donc les plus productives, voire la mobilité vers d'autres secteurs ou d'autres régions, parce que la mobilité, en effet, elle va permettre de déplacer les facteurs là où ils seront les plus utiles, et quand ils seront les plus utiles, c'est aussi là qu'ils seront les mieux rémunérés. Mais cette mobilité, elle est rarement anodine, si bien que la première chose à faire, sans doute pour les pouvoirs publics, pour compenser les éventuels perdants de l'innovation, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on trouve dans les travaux de Helmut, c'est de faciliter cette mobilité, d'aider aux reconversions par la formation professionnelle des gens d'abord. On peut aussi soutenir les secteurs menacés par toutes sortes de barrières, de subventions ou de primes d'activité, mais on voit que dans les faits, ça a ses limites. Donc, si à la fois la mobilité, la promotion de la mobilité ne suffit pas, et si on observe qu'on juge que l'innovation a déformé excessivement le partage de la valeur, soit entre capital et travail, ça on ne le voit pas encore beaucoup en France, soit entre travail qualifié et travail moins qualifié, soit ce risque existe davantage en France et ailleurs, alors on le sait bien, en attendant que les facteurs se réallouent, eh bien c'est le rôle aussi des pouvoirs publics par les transports sociaux, par les services publics, de pallier cet éventuel creusement des inégalités. Avec Gilbert, on avait vu à quel point, effectivement, ça avait un effet important entre les inégalités issues de ce qu'on appelle la première distribution des revenus et puis ce qui se passe après. Merci Bruno. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Helmut, pour vous demander, l'ouverture internationale est-elle un moteur ou une menace pour l'innovation? Et réciproquement, comment l'innovation influence-t-elle le commerce international? Merci beaucoup. Bienvenue à l'Université Paris-Dauphine PSL. Et merci aux organisateurs, Béatrice, vous, l'équipe de Melchior, de m'avoir invité ici dans mon université.
à parler des sujets sur lesquels je travaille depuis de nombreuses années. En particulier, j'avais commencé mon travail de doctorat sur l'effet du progrès technique sur la division internationale du travail. Donc, d'autres termes, comment le changement technologique modifie la hiérarchie mondiale des avantages comparatifs, la dynamique des avantages comparatifs, et comment ça permet à des pays de récupérer des avantages qu'ils ont perdus grâce à l'innovation, et comment, en fait, ça peut faire naître des relocalisations. J'en parlais à l'époque de l'hypermondialisation, c'était moins audible à l'époque, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien connu, qui est discuté aussi dans les politiques industrielles. Alors, pour répondre à votre question, je dirais ça dépend, parce que il faut jamais généraliser, et la théorie économique nous aide beaucoup à ne pas être doctrinaire en la matière. À première vue, l'ouverture internationale est un moteur de l'innovation et de la croissance. Ça, c'est à première vue. Pourquoi ? Parce que en économie fermée, il y a des effets de rente qui se produisent, et du coup, les entreprises sont moins incitées à innover parce qu'elles ont peu de compétiteurs. En d'autres termes, elles ont des compétiteurs de l'échelle, de la taille domestique. Si vous ouvrez les frontières, vous augmentez le nombre de compétiteurs. Et donc arrivent sur le marché, vos marchés, de voitures ou d'autres, bien des concurrents qui viennent avec des produits nouveaux. Et donc, et si vous n'innovez pas, eh bien vous êtes évincé du marché. Et que la théorie, l'économie internationale a beaucoup évolué, elle est passée de modèles théoriques dans lesquels on considérait des échanges entre pays en faisant l'hypothèse que les pays et les firmes, c'est la même chose, qu'il y a en gros une seule firme dans un seul pays, ce qui est évidemment un raccourci énorme. La nouvelle théorie du commerce qui est née des travaux de Mellitz en particulier, qui datent des années plus récentes, depuis les années 90-2000, elle introduit la question de l'hétérogénéité des entreprises dans le commerce international. Et si vous prenez des entreprises hétérogènes, ben vous allez avoir des entreprises qui vont avoir du mal à accéder au marché mondial, et puis d'autres qui vont avoir beaucoup plus de facilité à accéder au marché mondial. Et l'innovation, c'est un facteur remarquable d'acquisition de gains, ce que Schumpeter appelle les rentes d'innovation. Ces rentes sont des sortes de surprofit qui est lié au fait que vous êtes le premier sur le marché à avoir fabriqué ChatGPT ou d'autres types de nouveaux produits. Et à ce moment-là, vous allez aller beaucoup plus facilement à l'international parce que vous allez aussi baisser les coûts d'entrée dans le commerce mondial. Et il y a des coûts de transaction qui sont liés à des recherches de marché, qui sont liés aux coûts de transport, aux coûts etc. Donc en fait, ça marche dans les deux sens. D'un côté, l'ouverture internationale, en théorie, par l'effet de concurrence qu'elle produit et d'incitation à l'innovation, augmente l'innovation de produits et de procédés. On va venir sur la distinction entre les deux. Ça a été déjà un petit peu abordé par Bruno. Et donc, stimule l'innovation et favorise donc la croissance par la même occasion. Donc, c'est la raison pour laquelle le commerce est un catalyseur de la croissance. Après, quand vous rentrez dans les détails, vous êtes plus embêté parce que vous n'aurez pas de politique commerciale stratégique, vous n'aurez pas d'instruments d'aide à la recherche-développement, parce qu'une autre façon aussi empiriquement de définir l'innovation, c'est de se demander quelles sont les dépenses ou les investissements qu'on met pour innover, donc les dépenses de recherche-développement, qui sont simplement une partie du chiffre d'affaires de l'entreprise affectée à dépenser de l'argent pour rémunérer des chercheurs, des ingénieurs, etc., pour innover. Après, une autre façon de mesurer l'innovation, c'est de regarder les brevets déposés. Une fois que l'innovation a eu lieu, alors là, à ce moment-là, l'innovation n'est pas un échec puisqu'elle a été consacrée par un brevet. Et ces façons de regarder les choses vous permettent de vous dire que, effectivement, l'ouverture commerciale est un catalyseur de la croissance via l'innovation, via les gains de productivité qu'elle fabrique. Mais si vous êtes un petit pays, ou si vous êtes un grand pays, vous n'avez pas du tout la même chance de bénéficier des effets de la globalisation ou de l'ouverture commerciale en matière d'innovation. Si vous êtes un petit pays et que vous avez malgré tout la possibilité de fabriquer un bien parce que vous avez des avantages de coût de production, par exemple, mais que vous êtes trop petit par rapport à la taille du marché mondial,
et que vous avez déjà un fabricant de montres qui est là depuis très longtemps, ben, le fabricant de montres qui est là depuis très longtemps, lui, il va avoir un accès privilégié au marché mondial parce qu'il a déjà réduit l'ensemble des coûts d'apprentissage, des coûts de transaction pour aller à l'international. Il y est déjà présent. Donc, il a un avantage de primo-arrivant sur le marché mondial et du coup, l'innovation, l'ouverture commerciale ne peut pas être favorable au rattrapage des petits pays s'ils ne sont pas protégés. C'est tout l'argument de la protection de l'industrie naissante qu'on doit à l'école historique allemande et notamment à Friedrich List, qui est l'un des porteurs de cette idée qu'il faut accompagner l'innovation et la croissance industrielle dans l'enfance pour lui permettre d'atteindre le stade nécessaire pour être compétitif sur le marché mondial. Parce qu'en fait, c'est une affaire d'économie d'échelle. La théorie du commerce mondial traditionnel, du commerce international, raisonnait avec des rendements constants à l'échelle. En fait, c'est comme si à chaque fois qu'on augmentait la production d'une unité d'ordinateur, on a exactement la même unité de facteurs qui est augmentée. En réalité, le commerce mondial est un facteur puissant d'économie d'échelle. Et il vous donne la possibilité de très vite opérer un amortissement de vos coûts fixes en augmentant la taille de votre production à l'échelle mondiale, ce qu'on appelle les économies d'échelle internes aux entreprises. Ces économies d'échelle internes aux entreprises, bien, elles sont d'autant plus importantes que la taille du marché mondial est importante. Donc la vraie théorie du commerce international, elle ne se trouve pas chez Ricardo, dans la théorie du commerce international, en tout cas, elle se trouve dans la théorie du commerce international de Ricardo, mais elle ne se trouve pas chez Adam Smith dans sa théorie sur les avantages absolus, elle se trouve dans sa théorie sur la division du travail limitée par l'étendue du marché. Et Adam Smith, dans ses 3 premiers chapitres, explique ce qu'est le commerce mondial finalement. Et il dit, contrairement au procès qu'on lui a fait en le mettant sur les avantages absolus, ce que dit Adam Smith, c'est qu'au fond, plus vous divisez le travail, plus vous favorisez l'innovation. Et la seule limite à l'innovation et donc à la productivité et à la croissance, c'est l'étendue du marché. Si vous avez un tout petit marché, ben vous allez être très limité dans vos capacités d'innovation. En revanche, si vous avez un grand marché, ben on le voit aujourd'hui, hein, ChatGPT est un exemple. ChatGPT a été d'emblée mondialisé et les économies d'échelle sont telles que les coûts sont décroissants par la suite et la capacité à entrer dans le marché mondial pour les compétiteurs sont plus compliquées. Et donc, s'il n'y a pas de subvention massive à l'innovation, c'est ce qui se passe sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous avez toutes les économies mondiales, les États-Unis avec les plans successifs, le dernier de Biden, bien mettent un argent considérable, des milliards de dollars, pour soutenir l'innovation au stade pré-compétitif, avant que le produit n'existe lui-même. Eh bien, donc, pour répondre à votre question et conclure, ça dépend. Voilà, ça dépend de la taille des pays, ça dépend de l'état d'avancement historique dans l'industrie, et ça dépend également de la nature du secteur en question. S'il s'agit d'un secteur stratégique, eh bien, vous avez intérêt à couvrir vos arrières en protégeant l'industrie naissante au stade pré-compétitif, c'est-à-dire au stade de la recherche-développement, de la recherche. Et c'est aujourd'hui, comme on est dans une phase de retour, d'un certain retour au protectionnisme, en fait, si vous regardez la réalité, les instruments de protection classiques du type tarifaire et non tarifaire sont absolument rien à côté des masses énormes de subventions à l'industrie directe qu'on voit aux États-Unis comme en Europe. Donc, l'instrument clé de la politique commerciale, c'est la subvention. Et donc, c'est justement parce que l'ouverture commerciale n'est pas toujours favorable à l'innovation selon la taille des pays, selon la taille des firmes. Voilà. On reviendra, si je peux me permettre, Camille, sur certains de ces sujets un peu plus tard dans le cycle, notamment, vous parlez de la stimulation que crée la concurrence, et on verra qu'effectivement, la concurrence, alors parfois c'est un petit peu pénible, cette émulation, mais elle a cet effet de pousser les entreprises à l'innovation, et c'est un peu comme une équipe de sport, les championnats qui sont ouverts, ils sont un peu plus amusants et relevés que les championnats qui sont fermés, et puis on verra que ça a ses limites, et que effectivement, dans certaines conditions, et on parlera des politiques commerciales et du soutien aux industries naissantes un petit peu plus tard aussi dans le cycle, eh bien, il y a un intérêt à laisser les gens grandir
le temps qu'il soit à maturité et qu'il puisse, je dirais, être exposé au grand souffle de l'ouverture. Mais on voit que ça peut très bien fonctionner pour des grands et des petits pays. Il y a des grands pays très innovants comme les États-Unis aujourd'hui, ou dans une certaine mesure aussi la Chine d'aujourd'hui. Et puis, il y a des petits pays qui fonctionnent très bien, hein. Les Pays-Bas, pas loin de chez nous, Taïwan, la Corée du Sud ont, après avoir défendu leurs industries naissantes, aujourd'hui des très belles capacités productives dans certains domaines. Pas dans tous, ils importent, ils exportent. Mais... Il faut ajouter aussi une chose qui est importante sur l'ouverture commerciale. Un fait marquant majeur de la mondialisation, qui date exactement de la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1994 aux accords de Marrakech, quand le GATT, General Agreement on Tariff on Trade, qui régulait les échanges mondiaux, s'est transformé en Organisation mondiale du commerce. Et une chose qui était fondamentale, c'était l'instauration des droits de propriété intellectuelle liés au commerce. En d'autres termes, si vous êtes une entreprise, si vous avez un marché mondial et vous pouvez très bien tirer tous les bénéfices de l'innovation, mais si vous n'avez pas une protection assurée du retour sur l'investissement dans la connaissance, la recherche-développement, vous n'allez pas investir dans cet investissement. Donc, ce qu'ont obtenu les grands oligopoles mondiaux de la connaissance, à l'époque l'industrie des logiciels, l'industrie pharmaceutique, là où il y a beaucoup de dépenses de recherche-développement en pourcentage de la production, on est à peu près aux alentours de 15 à 20%, eh bien, ce qu'ils ont obtenu, c'est l'instauration de droits de propriété intellectuelle qui protègent les brevets et qui interdisent l'imitation. Parce que c'est très coûteux d'imiter quand vous êtes membre de l'OMC. Je vous rappelle que la Chine est rentrée dans l'OMC en 2001 et que l'Inde est aussi rentrée dans l'OMC. Donc, cette grande période d'hypermondialisation qui va de 90 à 2010, c'est une période dans laquelle l'innovation a eu un effet double, un effet favorable lié au commerce et un effet défavorable. L'effet favorable était que les grands groupes mondiaux ont gagné en allongement de la durée du brevet et donc en protection de leur investissement dans l'innovation. Et donc, le retour sur investissement a été autorisé pour elles de manière beaucoup plus importante. Et en même temps, ces barrières à la protection, à la diffusion de la technologie par la protection via le brevet, ont limité les rattrapages économiques des pays. Et si donc vous comparez l'entrée des pays dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ce que l'on appelait à l'époque les 4 dragons, par exemple, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, et qui étaient rentrés, et Hong Kong, qui étaient rentrés dans la mondialisation avant l'avènement des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, qu'on appelle les accords TRIPS ou ADPIC. Eh bien, ces pays sont rentrés gratuitement. Ils ont imité, ils ont fait des reverse engineering, ils décortiquaient les produits, et ils ont fait de l'imitation, et ils sont rentrés dans le marché mondial à coût nul en matière d'imitation. La grosse différence, c'est que les coûts d'imitation sont devenus extrêmement prohibitifs à partir des années 95, et puis toutes les années, parce que les grands groupes ont su se protéger. Et ils l'ont fait comment d'ailleurs? C'est une chose qui est assez peu connue. Ce qu'ont obtenu les grands groupes mondiaux, des oligopoles de la connaissance, donc encore une fois, les grands groupes de la pharmacie, du logiciel, de l'informatique, là où on dépense beaucoup en recherche-développement, c'est l'érection de ces barrières à la diffusion de leur technologie, de leur connaissance. Il y a 2 façons de protéger la connaissance technologique pour une entreprise. L'une, c'est les brevets, et ça, il faut des institutions pour les protéger. L'autre, c'est le secret. Voilà, c'est les 2 façons. Le secret est généralement plus efficace. Eh bien, si vous regardez les choses de près, au même moment où vous avez eu cette érection des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, qui rendent très cher d'imiter un produit, on peut venir dans les détails de la manière dont ça marche, mais une autre fois, et ça a été obtenu à coup de désarmement douanier et non tarifaire pour les biens de consommation de masse, comme le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure. C'est-à-dire, au même moment où on érigeait les droits de propriété intellectuelle sur la connaissance, on a libéralisé profondément le commerce de textile et d'habillement en supprimant l'accord multifibre. Évidemment, on a laissé, c'était des quotas à l'importation de produits textiles en provenance des pays du Sud. On a laissé jusqu'en 2005. Mais à partir de 2005, la production mondiale
et c'est pour ça que la Chine aussi a déferlé sur le marché mondial du textile avec des économies d'échelle absolument incroyables. Il n'y avait plus de barrières pour exporter à partir des pays du Sud des produits textiles. Et ça a été obtenu finalement en échange, du point de vue des pays développés, de l'obtention de ces droits de propriété intellectuelle liés au commerce qui ont été radicalement nouveaux, alors que les pays industrialisés eux-mêmes, durant leur développement, ont mis presque 2 siècles à s'équiper d'institutions comme les droits de propriété intellectuelle. Et là, pour les pays du Sud, à part les 40 pays les moins avancés, auxquels on a laissé jusqu'en 2016, de 1995 jusqu'en 2016, le délai pour être obligé s'ils sont membres de l'OMC, de respecter les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, eh bien, les autres, tous les pays émergents, tous les pays en développement, ont été obligés radicalement, du jour au lendemain, d'accepter le protectionnisme des pays développés sur le monopole de la production de connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu dans les échanges mondiaux. C'est pour ça que moi, je réponds de manière assez nuancée sur ces effets, positifs ou négatifs. Je dis toujours, ça dépend. Voilà. Ça dépend, il faut regarder les choses vraiment de près, pas de doctrinaire. Merci. Donc, à ce stade de l'échange, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le chat? Alors oui, on en a une notamment, c'est comment évaluer économiquement qu'une innovation est responsable? Je commence. Alors, je dirais que en première analyse, si l'innovation se développe, c'est qu'elle va permettre de mieux satisfaire les besoins des gens en dépit de la rareté des ressources. Si on arrive à produire plus avec moins, ou si on arrive à produire plus avec autant ou produire autant avec moins, on va pouvoir améliorer le sort de tous. Et donc, je dirais qu'il y a une espèce de indice de utilité si ça se développe. Avec évidemment des limites, et c'est là que la notion de responsabilité est intéressante et importante, et on va reparler tout à l'heure lors d'une prochaine conférence des externalités, des effets possibles sur notamment la santé et l'environnement. Ça se regarde à nouveau, comme le dirait Helmut, ça dépend. Il y a des choses qui ont des impacts positifs, négatifs sur la santé, sur l'environnement. Et là, si ces impacts sont indirects, ce qu'on a commencé à évoquer précédemment, s'il y a des externalités, eh bien, il faudra que ces externalités soient internalisées, soient intégrées par différentes formes, la norme, la taxe, la subvention. Et c'est à cette aune qu'on pourra voir si l'innovation, elle reste non seulement individuellement utile pour les gens qui la développent, mais aussi collectivement. Je pense que si on internalise bien les enjeux de santé, les enjeux de l'environnement, pour ne prendre que ces 2 exemples, à ce moment-là, à nouveau, on peut juger de l'innovation et de la responsabilité, de l'utilité de l'innovation par son succès. Mais sous cette condition stricte, de bien intégrer tous les effets externes qu'elle peut avoir, en particulier sur la santé et l'environnement. Oui, non, mais je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. Vous avez des exemples aujourd'hui. Hein. Effectivement, si vous prenez les innovations les technologies de décarbonation, si elles ont un impact réel en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est le cas, c'est ce qu'on recherche en étant dans ce type d'innovation technologique, on a un effet bénéfique eu égard à cet objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On peut avoir des innovations sociales aussi, on peut avoir des effets positifs, on peut avoir aussi des innovations dans le domaine pharmaceutique. Eh bien là, vous avez tous les scandales, vous avez aussi des innovations qui ont coûté beaucoup de recherche-développement et ont été souvent financées aussi par des subventions des États et qui ont produit des médicaments qui ont détruit des vies humaines. Et ça, on a connu ça avec les scandales que vous avez eus, différents types de médicaments, je ne vais pas en citer parce que il y a eu des procès connus, etc. Donc, ça, il y a toute une cinématographie des scandales dans la pharmacie. Comme ça, tout dépend aussi là des régulations, des mécanismes de régulation et des agences qui peuvent évaluer les effets de ces innovations. Il peut y avoir des innovations destructrices. Les innovations militaires sont des innovations destructrices. Voilà. Mais en général, les États sont supposés avoir une certaine rationalité qui font qu'en dehors des dépenses militaires,
ils sont amenés à promouvoir des innovations dont les effets sont supposés être bénéfiques pour la société. Et avec le temps, on le voit si je prends le secteur de l'aéronautique, la France a produit, elle a innové avec ses partenaires européens, à la fois en créant le Concorde et en créant la 320. Et 40 ou 50 ans après, on voit quelle est l'innovation qui a bien fonctionné, c'est plutôt la 320, et puis celle qui a disparu, c'est le Concorde. Mais je crois que pour le temps, il faut qu'on passe à la suite de nos sujets. Alors, je vous propose donc que nous passions au chapitre 11 que vous avez intitulé, Bruno, « S'ouvrir c'est mieux, mais pas pour tous ». Alors, pour commencer, je m'adresse à vous, Bruno. L'ouverture internationale profite-t-elle toujours aux pays qui font le choix de s'ouvrir ? Alors, quand on regarde les choses à l'échelle d'un pays, on observe que oui, le plus souvent, le commerce international a des effets positifs, même si on verra qu'il peut exister des raisons d'y mettre des limites, notamment pour aider le décollage des filières des industries naissantes ou pour se garder de dépendances qui seraient excessives. Et pour autant, comme avec l'innovation, même si c'est globalement positif, il peut y avoir des effets de répartition et des perdants, on va y revenir. Mais oui, l'ouverture internationale, c'est mieux que l'autarcie. Les pays qui ont essayé l'autarcie, ça ne leur a pas vraiment réussi. Et d'ailleurs, on ne poserait pas la question de l'autarcie d'une commune ou d'une famille. Pour mieux comprendre ça, revenons à nouveau sur l'île de Robinson. Il est tout seul, mais il découvre qu'il existe une île voisine qu'on va appeler l'île de Nelson, avec qui il peut échanger des biens ou des services. Et déjà là, la question des commerces internationaux se posera, mais elle sera assez évidente pour Robinson tout seul sur son île, parce que soit ce commerce lui est utile et il s'y livrera sans hésitation, soit ce commerce ne lui bénéficie pas et alors le commerce n'aura pas lieu sans qu'il soit nécessaire de le freiner. Ceci dit, pourvu que les coûts de transport entre les deux îles ne soient pas trop élevés, il y a toute chance que Robinson et Nelson trouvent un intérêt mutuel à s'échanger des biens, soit que certains biens, certains fruits n'existent que sur l'une des deux îles, c'est très vrai en matière de fruits, soit qu'il soit relativement plus aisé de produire tel fruit sur telle île du fait de la productivité ou de l'abondance relative des facteurs de production. Et quand on dit productivité ou abondance relative des facteurs, ça renvoie effectivement à différentes théories du commerce international, Ricardo en ayant posé une première, David Ricardo, un grand économiste anglais du 19e siècle, et puis ça a été enrichi par la suite au 20e siècle. Mais ainsi, ça va permettre à Robinson, ce commerce, d'importer des biens qui sont relativement rares chez lui, dans son île, contre des biens qui sont relativement abondants. Et donc, contrairement à une idée commune, l'intérêt du commerce international, il réside, à mon avis, plutôt dans les importations. Les exportations n'étant qu'un moyen, en fait, de financer pour Robinson ces importations. Dans la version la plus simple du commerce, Robinson se concentrera à la fois sur la production de biens qu'on appelle non échangeables, de biens ou de services non échangeables, parce que, par exemple, leurs coûts de transport sont prohibitifs. Il y en a beaucoup. Dans l'économie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas échangeables. Évidemment, les coiffeurs, par exemple, on ne va pas aller à l'étranger pour un service de coiffure, mais il y en a beaucoup d'autres. Le ciment, ça ne s'échange pas beaucoup non plus pour d'autres raisons. Donc, se concentrer sur les biens non échangeables, et puis la production de biens échangeables pour lesquels il a, sous une forme ou une autre, une forme d'avantage comparatif. Alors, cette notion d'avantage comparatif qui a évolué avec le temps, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme introduit effectivement au XIXe siècle par David Ricardo. Et pour l'illustrer, on va aller avec Robinson. Donc, supposons qu'en une heure de travail, c'est l'unité de compte des choses, l'heure de travail, Robinson peut produire 3 kilos de pommes ou 1 kilo de kiwi. 3 kilos de pommes ou 1 kilo de kiwi, alors que Nelson, lui, il est un peu plus productif. En une heure de travail, il peut produire 3 kilos de pommes ou 3 kilos de kiwi. Donc, un rapport de
3 pour 1 chez Robinson, de 1 pour 1 chez Nelson. Donc Robinson, il n'a aucun avantage absolu sur Nelson. Nelson, il est meilleur ou égal en tout. Mais pour autant, Robinson a un avantage comparatif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours un avantage comparatif. En l'occurrence, Robinson, il est relativement meilleur avec ce rapport de 3 pour 1, pour faire des pommes. Il aura intérêt à se spécialiser dans la production de pommes plutôt que de kiwis. Et pour le voir, à nouveau, imaginons que Robinson et Nelson veulent échanger. Bon, ils vont devoir négocier un prix d'échange, quelque part entre 3 pommes contre un kiwi, ce qui est le point de vue de Robinson, et une pomme pour un kiwi, ce qui est le point de vue de Nelson. Bon, disons qu'ils se mettent d'accord pour 2 pommes contre un kiwi. Alors là, si Robinson travaille 35 heures, un chiffre qui n'est pas tout à fait choisi au hasard, et veut 45 kilos de pommes, on peut faire les petits calculs, il lui faudra 15 heures pour faire ces 45 kilos de pommes, et il lui restera encore 20 heures. Pendant ces 20 heures, tout seul, il pourra faire 20 kilos de kiwi. Alors que s'il dit, bon, bah, moi, je suis meilleur pour faire les pommes, donc je vais me concentrer pour faire mes pommes, je vais faire 35 heures de pommes. Bah, en 35 heures de pommes, il peut faire 105 kilos de pommes, donc il en garde 45. Il lui en reste 60 à échanger. Et avec Nelson, au prix de 2 pour 1, bah, il pourra avoir 30 kilos de kiwi. Donc, il a gagné. Au lieu d'avoir 20 kilos de kiwi, maintenant, il en a 30. Et donc, en se spécialisant sur cet avantage comparatif, Robinson y a gagné et Nelson y a gagné. Donc, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Tout le monde y a gagné. Alors maintenant, si Robinson n'est plus seul, qu'est-ce qui va se passer? Si les facteurs sont mobiles d'un secteur à l'autre, notamment entre le secteur du kiwi et de la pomme, tout le monde gagnera à l'ouverture du commerce international. Les facteurs vont se réallouer, ils vont aller vers le secteur de la pomme. Mais si les facteurs ne peuvent pas se déplacer du secteur du kiwi vers celui de la pomme, alors les producteurs de kiwi, qui resteront des producteurs de kiwi, vont y perdre parce qu'ils auront vu d'une façon ou d'une autre le prix du kiwi chuter avec les importations venant de chez Nelson. Et si on passe du secteur au facteur, avec cela, les salaires dans le secteur du kiwi risquent de baisser. Et s'il existe un salaire minimum légal, un chômage classique, risque d'apparaître dans le secteur ou la région du kiwi. Et c'est évidemment, au-delà de l'île de Robinson, des phénomènes qu'on a observés au cours des 50 dernières années en France et dans d'autres pays, pour certains secteurs, pour certaines régions. Et si ces phénomènes sont très importants, à nouveau avec Helmut, je dirais ça dépend, eh bien les effets globalement positifs de l'ouverture internationale vont être contrariés au moins à court terme. Et pour finir donc de répondre à la question, ces effets contrariants ne sont sans doute pas une raison pour renoncer à l'ouverture internationale, mais cela impose, comme avec l'innovation, de prendre son temps, d'aider les personnes, les secteurs et les régions touchées, par exemple aux moyens de transport public, mais surtout, ce qui est le plus efficace, en aidant à la mobilité, à la reconversion vers les domaines où on trouve des avantages comparatifs. Et à nouveau, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a toujours. Merci Bruno. Donc, je me tourne maintenant vers vous, Helmut Maude. Qu'est-ce qui fait que les entreprises localisent, délocalisent et relocalisent telle ou telle activité dans tel ou tel pays? Oui, ben avant, je voudrais prolonger ce qui a été dit sur le commerce. En fait, la théorie de Ricardo qui dit que chaque pays a un avantage à échanger parce qu'il y a toujours un bien pour lequel vous avez un moindre désavantage comparatif. C'est ce que vous avez dit pour Robinson, qui a un moindre désavantage dans la pomme, je crois, dans votre exemple, plutôt que dans le kiwi. Et donc, il y a toujours, en affectant ces ressources sur ce qu'on sait faire le mieux, eh bien, on gagne à l'échange, même si on est plus mauvais que les autres sur tous les biens. Voilà. Donc ça, c'est la théorie de Ricardo. Mais Ricardo fait une hypothèse très restrictive. Il fait l'hypothèse que les pays sont symétriques. En d'autres termes, ils ont des avantages comparatifs dans des biens qui ont les mêmes technologies, les mêmes rendements. Donc, ce que fait un autre économiste dans les années 20, c'est de dire, imaginons maintenant deux cas, prenant les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne se découvre un avantage comparatif dans l'industrie, elle est plus avancée dans la montre, et les États-Unis, ils ont des grandes surfaces, ils ont un avantage dans le blé.
Et maintenant, faisant sauter l'hypothèse que le blé et la montre seraient fabriqués de la même manière, avec des rendements constants à l'échelle, et faisant l'hypothèse que la montre, qui est l'industrie, avec la productivité, les robots, etc., se fait avec des rendements croissants, c'est-à-dire à chaque fois que vous augmentez la taille de la production, vous réduisez le coût unitaire, le coût par unité produite, et faisons l'hypothèse maintenant que le blé, lui, se fait avec des rendements décroissants. À chaque fois que vous allez augmenter la production, ça vous coûte plus cher à produire. C'est ce qu'appelle Ricardo l'effort de productivité qui s'accroît, l'effort de production qui s'accroît. Et cet effort de production qui s'accroît parce que les terres, par exemple, seraient de moins en moins fertiles, eh bien, fait que vous allez augmenter la taille de votre production, mais ça va vous coûter plus cher de produire à chaque fois. Donc, si vous vous spécialisez selon la logique des avantages comparatifs, qu'est-ce qui va se produire? La Grande-Bretagne va exporter les montres, qui va lui falloir produire de moins en moins cher puisque la taille du marché mondial va augmenter, puisqu'elle a la taille de ses consommateurs plus celle des consommateurs américains. Et donc, via les économies d'échelle, elle va obtenir avec moins de montres plus de blé qu'à l'autarcie. Et maintenant, faisons l'hypothèse que les États-Unis sont spécialisés plutôt dans le bien qui leur est donné en statique, un avantage comparatif, qui est le blé, ben, elles vont desservir à la fois les États-Unis, des consommateurs américains, mais aussi des consommateurs britanniques. Et à chaque fois qu'ils vont augmenter la taille de la production, ils vont augmenter les coûts pour produire le même bien. Donc, ils vont acheter des montres de plus en plus chères. Et là, on peut supposer qu'il n'y a pas intérêt à échanger. Donc, s'il y a une dissymétrie entre les pays, en termes simplement ici, non pas de taille de pays, mais de technologie, entre les deux biens, on voit qu'il faut accompagner l'industrie naissante de la montre, c'est-à-dire qui symbolise l'industrie manufacturière américaine, jusqu'à ce qu'elle devienne efficace. On voit que le protectionnisme peut être une solution. Là encore, on retrouve l'argument de l'industrie naissante. Donc, il faut vraiment se méfier du fait que le libre-échange ait été dans l'histoire économique et dans l'histoire de la pensée une doctrine totale. Jamais ça ne l'a été, y compris chez Ricardo. Parce que, encore une fois, si vous regardez les hypothèses qu'il prend, ce sont des hypothèses de symétrie parfaite entre les économies et de différence entre les économies. On y reviendra tout à l'heure. Donc, c'est juste pour prolonger ce qui a été dit précédemment. Vraiment, la théorie économique n'a pas été aussi réductrice qu'on l'a voulu dans les débats doctrinaires sur libre-échange versus protectionniste. Et elle a progressé. Voilà. Entre Ricardo et Samuelson, elle a bien progressé. Y compris aujourd'hui en introduisant les firmes. Quand même, c'est ce qui est une très grosse innovation. Voilà. Alors, pourquoi les firmes délocalisent et pourquoi les firmes relocalisent? D'abord, il y a deux types de délocalisation. Il faut tout de suite régler les choses. On délocalise soit pour accéder à des marchés, donc ça, c'est un substitut à l'exportation. Les entreprises ont le choix entre exporter ou investir sur place, ce qu'on appelle les délocalisations horizontales. Donc, vous êtes amené, vous êtes Renault, vous fabriquez des voitures, vous voulez accéder au marché japonais. Ça coûte cher d'exporter parce qu'il faut connaître le marché local, il y a des coûts de transport, mais surtout des coûts de connaissance du marché, de culture, etc. Vous avez vu Lost in Translation de Sofia Coppola, ce film sur la difficulté de comprendre la culture japonaise. Et donc la meilleure solution, c'est pas d'exporter la voiture Renault vers le Japon, c'est d'ouvrir une filiale sur place ou de faire une alliance. Et c'est ce qui s'est passé. Un investissement direct, c'est une délocalisation horizontale qui consiste à produire sur place pour desservir le marché régional plutôt que d'exporter. Voilà. Ça, c'est ce qui est de plus fréquent dans les stratégies des entreprises. Laissons ça de côté. Prenons les délocalisations verticales, celles qui consistent à finalement aller chercher des plateformes de production pour minimiser les coûts de production. Donc, on va découper le produit comme la manufacture des pingles d'Adam Smith, mais là, on le fait pour tous les produits, pour l'ordinateur, pour la voiture, en morceaux. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes de valeur, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les processus de production découpés en morceaux. Pour une voiture, on a de l'électronique, on a des moteurs, on a du caoutchouc, on a toute une série de choses qui viennent de branches différentes. Il y a à peu près la moitié des consommations intermédiaires d'une automobile qui viennent des autres secteurs. Voilà. Et évidemment, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a intérêt à faire? Découper sa chaîne de valeur, ces processus de production, et à mettre dans les pays les morceaux qui sont fabriqués
selon la logique des avantages comparatifs encore, qui présente le meilleur coût comparatif. L'assemblage, par exemple, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, on va le mettre dans des pays moins chers, en Espagne. Les moteurs, ça demande de la technologie, on va les mettre en Allemagne. La recherche et développement, on va la garder aux États-Unis, etc. Contenant une firme américaine, par exemple. Bon, ça, c'est des délocalisations verticales qui consistent à décomposer les chaînes de valeur pour minimiser les coûts de production par unité produite à chacune des phases. Et ensuite, il faut réintégrer tout ça pour en faire un bien. Et le bien n'existe que quand il est assemblé et desservi à la consommation finale des ménages. Donc, si on a eu du commerce de biens intermédiaires depuis à peu près 30 ans, beaucoup de commerce de biens intermédiaires, de morceaux de biens, c'est parce que justement les entreprises ont toutes, si c'est possible technologiquement, opéré de la décomposition des processus de production en morceaux. Et ces décompositions se font de manière horizontale. On peut faire les moteurs, le châssis, il y a beaucoup de châssis, paraît-il, dans les voitures, l'électronique, etc., en même temps, les fabriquer dans des pays différents. Mais c'est ce qu'on appelle le processus synchronique de fabrication. Mais on a besoin aussi d'un processus diachronique. Il faut transformer le caoutchouc en produit intermédiaire, puis ensuite assembler, fabriquer tous les biens, et enfin terminer par l'assemblage final pour faire la voiture. Et enfin distribuer la voiture aux consommateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le processus diachronique, c'est-à-dire par phase successive. La délocalisation verticale, elle s'est beaucoup développée durant la période d'hypermondialisation, c'est-à-dire la période qui va de 90 à 2010, parce que les coûts de transport ont chuté, les coûts de droits de douane ont chuté, les coûts de transaction ont baissé, et donc les écarts de coûts par unité produite étaient très élevés entre la Chine et les États-Unis ou les pays européens. Donc, on avait intérêt à faire de la Chine un atelier du monde. C'est pour ça qu'après 2010, les choses vont changer, mais on va y venir après. Mais pour faire cela, il faut simplement avoir une organisation qui permette de faire une division du travail, non pas à l'échelle locale, mais à l'échelle mondiale, et organiser les tâches en fonction des avantages qu'on peut avoir à être dans tel ou tel pays. Puis ensuite, il faut réintégrer tout ça. Alors, les deux moteurs de l'hyperglobalisation, de l'hypermondialisation, qui, entre parenthèses, on y reviendra peut-être, mais on n'aura pas le temps, est aussi une période d'hypercarbonation, parce que la période d'hyperglobalisation, c'est une période où on utilisait beaucoup de combustibles fossiles. C'était les industries, et le sont encore d'ailleurs, mais très intensives en combustibles fossiles. Donc, quand vous décomposez la chaîne de valeur en morceaux, vous voyez qu'il y a beaucoup de matières premières liées aux combustibles fossiles qui sont utilisées. Et lorsque vous regardez les moteurs de la délocalisation verticale vers les pays à bas salaire de l'époque, c'est les écarts de coûts salariaux unitaires. En 2000, le coût salarial par unité produite, c'est ça le vrai indicateur de compétitivité, ce n'est pas le niveau de salaire. Je le dis toujours partout où je interviens parce que les gens confondent le fait qu'on ait 10 $ en Chine et 100 $ aux États-Unis et ils se disent « Ah ben voilà, ça coûte moins cher de produire en Chine qu'aux États-Unis ». Non, parce qu'il faut rapporter le salaire sur la productivité. C'est ça le bon indicateur, c'est le coût salarial par unité produite. C'est le coût par fauteuil, le coût par ordinateur. Si vous avez une productivité qui augmente beaucoup, des salaires qui restent constants, ce qui était le cas des pays industrialisés durant toute la période des années 90-2000. On est d'accord ? Les politiques salariales étaient très restrictives, il y avait des désinflations compétitives partout. En revanche, la productivité a progressé dans l'industrie manufacturière, même si elle n'a pas progressé globalement. Si je prends cet indicateur qui est le coût salarial par unité produite des émergents par rapport aux pays de l'OCDE ou par rapport aux États-Unis, ce coût salarial par unité produite des émergents, il est de 40% en 2000. En 2000, il est de 40%, on était au milieu de l'hypermondialisation, de la période d'hypermondialisation. Et en 2018, il passe à 95%. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les salaires ont explosé en Chine, mais la productivité a progressé très doucement. Donc le rapport salaire sur productivité en dynamique, il a augmenté, puisque le numérateur s'est accru, mais le dénominateur est resté relativement faible. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Le salaire a cru très doucement, mais la productivité a augmenté avec la robotisation, et surtout qu'on était dans des périodes de taux d'intérêt réel négatifs, celles des années 2010 en particulier. 2010 en particulier. Eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Vous avez eu un rattrapage des coûts salariaux unitaires entre pays émergents et pays développés. Et quand parallèlement,
les coûts de transport se sont mis à augmenter, en particulier les coûts de transport maritime, et que en outre, en 2016, vous allez avoir des résurgences de protectionnisme, donc les coûts de transaction aux échanges se sont accrus. Les deux moteurs de l'hyperglobalisation, qui sont les différences de coûts salariaux unitaires et la baisse des coûts de transport, se sont retournés à partir de 2010 et favorisant ainsi des recompositions de chaînes de valeur mondiales sur des bases régionales, c'est ça, et des relocalisations. Les relocalisations ne sont que le fait de rapatrier des unités de production, de montage ou d'assemblage antérieurement délocalisées dans les pays à bas salaire pour des motifs qui sont, un, je robotise les chaînes de valeur, les chaînes d'assemblage, donc j'ai moins besoin de recourir à une main-d'œuvre extensive bon marché, et j'augmente mes coûts, je diminue mes coûts salariaux par unité produite puisque j'ai moins besoin de travailleurs. J'avais calculé dans mes travaux précédents qu'à chaque fois que je délocalise 10 ouvriers, j'en recrée qu'un seul quand je relocalise, parce que je robotise et qu'il y a un lien entre un biais favorable au travail qualifié dans les mécanismes de progrès technique. On revient à l'innovation. Voilà. Et donc, le premier moteur de la relocalisation, c'est le fait que finalement, ça n'est pas rentable de dilater la chaîne de valeur mondiale trop loin, parce que, un, les écarts de coûts salariaux unitaires ne sont pas si importants, et en outre, les coûts de transaction, que ce soit les coûts de transport, les chocs aussi, hein, les problèmes d'approvisionnement qu'on a connus avec le Covid. Mais tout ça a commencé avant l'avènement du Covid, de la crise Covid. Les problèmes de dépendance à l'égard de certains fournisseurs dans l'industrie manufacturière, pharmaceutique. Tout ça fait que, même si on a des écarts de coûts salariaux unitaires favorables, eh bien, ça ne vaut pas le coup de prendre tant de risques pour délocaliser. Et donc, on relocalise. Mais on ne relocalise pas nécessairement dans le pays d'origine. Et c'est comme ça que je définis dans le livre que vous avez cité, qui s'appelle « Délocalisation et mondialisation des entreprises ». Mondialisation et délocalisation des entreprises, je définis trois types en fait, de relocalisation. Il y a les relocalisations de retour, de rapatriement. On revient sur le lieu où on était originellement avant d'avoir délocalisé. Ça, c'est assez marginal. Sur la totalité des cas de relocalisation sur lesquels j'ai travaillé, vous avez peut-être 17% de relocalisation de retour. Vous avez des relocalisations qui sont des relocalisations dans d'autres pays que le pays d'origine, à proximité des marchés. Par exemple, les firmes allemandes sont souvent revenues dans les pays d'Europe centrale et orientale, et pas forcément en Allemagne. Ou les firmes françaises sont revenues dans les pays de la région de la zone méditerranéenne, voilà, le bassin méditerranéen. On ne revient pas. Il y a une fameuse entreprise de textile qui était partie à Bombay, qui est revenue à Roubaix alors qu'elle est belge. Bon, on l'avait délocalisée à partir de Belgique. On ne revient pas forcément vers son pays d'origine. Ça, c'est la deuxième forme. C'est ce que j'appelle les relocalisations au sens large. C'est-à-dire, on revient dans là où se trouvent les marchés. Parce que ça n'est plus intéressant de segmenter la chaîne de valeur trop loin. Et puis, une forme autre de la relocalisation qui est bien plus intéressante, c'est la non-délocalisation. Vous êtes dans un secteur dans lequel beaucoup d'entreprises délocalisées, parce que ça coûtait moins cher de fabriquer à l'étranger, etc. Et puis d'un seul coup, on revient à l'innovation, mais là, à l'innovation de procédés, vous faites un procédé de fabrication nouveau et vous revenez, vous ne délocalisez pas, vous maintenez la production alors que les autres le font. Donc vous avez fait une innovation qui vous permet de rester dans le pays d'origine. Ça, c'est une innovation schumpeterienne. Voilà. Donc, en d'autres termes, une relocalisation schumpeterienne. Donc, j'ai trois types de relocalisation. J'ai des relocalisations de retour qui sont des relocalisations ricardiennes. Pourquoi ricardiennes? C'est simplement la version des différences de coûts de production qui vous favorise la relocalisation. Et vous avez des relocalisations de type schumpeterienne qui sont fondées sur l'innovation sans avoir délocalisé nécessairement initialement, mais par exemple, vous importiez des biens intermédiaires, tout à coup, vous innovez et vous avez la possibilité de croître. Et il y a même, on peut avoir aussi des relocalisations de retour qui sont schumpeteriennes. Par exemple, une entreprise de lunettes avait délocalisé en Chine, elle a inventé un nouveau procédé. La lunette, paraît-il, enfin, ce qu'on m'a expliqué, il y a 300 opérations à l'intérieur pour une lunette. Donc, la chaîne de valeur d'une lunette est vraiment très, très, très fine. Et cette entreprise a innové, elle se trouvait dans le Jura. Le Jura était un bassin d'emploi dans lequel il y a une tradition industrielle, une tradition en particulier de technologie médicale, technologie radiologique. Et empruntant aux technologies de la radiologie, ils ont inventé une lunette qui se fait en un seul morceau, avec une seule opération de processus de production. Donc, ils ont relocalisé cette lunette dans le Jura. Et donc, ils ont retravaillé les savoirs
des sous-traitants locaux, etc. Voilà. Ça, c'est une relocalisation fondée sur l'innovation. Voilà. Ce n'est pas la même chose que la relocalisation de retour. Il y a surtout des relocalisations dont il faut vraiment se méfier, je connais le sujet depuis longtemps, et c'est des relocalisations d'opportunisme. C'est celle qui consiste à revenir parce que vous allez avoir des aides. Ben, vous êtes sûr que vous allez repartir à la fin des aides. Donc ça, les régions, les collectivités locales qui attrapent des chasseurs de primes peuvent favoriser des relocalisations, mais ça peut ne pas être durable. J'en connais plein comme ça, qui sont revenus, qui ont bénéficié des aides immobilières, des aides de toute nature, et puis qui sont repartis. Et puis il y a des relocalisations qui ne sont pas bonnes du tout. C'est des relocalisations qui vous enferment dans les vieilles technologies. Par exemple, je vais vous faire encore des ennemis, mais si vous aidez Sanofi à relocaliser du paracétamol, tout le monde est content parce qu'on va avoir du paracétamol. Mais c'est une innovation de 1878. Alors, il vaut mieux donner l'argent public, non pas à Sanofi pour qu'elle relocalise et qu'elle fasse du paracétamol en France, mais donner de l'argent à l'industrie, à la technologie, à l'innovation pour faire des biotechnologies, des nouveaux médicaments fondés sur les biotechnologies, qui sont des nouvelles technologies modernes qui vont être, elles, pour vous permettre d'avoir des parts de marché, de vous accaparer des parts de marché formidables. Donc, attention à ne pas effectuer des effets d'aubaine sur des industries en plus polluantes, parce que l'industrie chimique est très forte dans le paracétamol. C'est pour ça que d'ailleurs on a délocalisé, on dépend à 80% de l'offre de principes actifs venant d'Inde ou de Chine, parce que le procédé de fabrication, et c'est de la chimie traditionnelle, vraiment extrêmement polluante. Voilà. Quelques petits commentaires, si tu me permets, Lou, avant de passer à la question suivante. Le premier, c'est tu parlais des lunettes. Je vous invite à relire ou à revisionner une vidéo de Milton Friedman sur le crayon à papier, qui suggère qu'il y a 1000 entreprises qui sont rentrées dans la fabrication d'un crayon à papier. C'est dire si les chaînes, en l'occurrence pour aller couper le bois, voire la scie qui a coupé le bois, industrielles peuvent être longues. La deuxième idée que je me faisais en t'écoutant, c'est que cette spécialisation géographique, elle existe au niveau mondial. Il faut se rappeler qu'elle existe aussi au niveau national. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui comme avant, elle avait des régions ou elle a des régions spécialisées dans différents domaines. Tu as évoqué, et je ne peux pas ne pas réagir à la question de l'usage des énergies fossiles, et ça me fait penser à l'innovation responsable. Il y a aussi le commerce plus ou moins responsable. Et donc, c'est important dans le commerce international d'intégrer ces externalités, notamment l'externalité carbone. Il faut que le carbone ait un juste prix pour savoir prendre les bonnes décisions de commerce international. Et puis, la dernière réflexion que je me faisais en t'écoutant, à propos des chasseurs de primes, parce que oui, c'est une espèce qui existe. Vous trouverez toujours des gens pour vous expliquer que leur industrie, c'est une industrie naissante qui nécessite des subventions. À ça, il faut le regarder avec discernement, parce que non, un pays donné ne va pas développer des avantages comparatifs dans tous les secteurs. Donc, aider les industries naissantes, oui, mais avec discernement. Merci. Alors, je me tourne encore vers vous, Maud. Et au-delà des entreprises, quels ont été les effets de la dernière globalisation dans les différents pays? Et faut-il craindre ou espérer une déglobalisation? Alors, mes enfants détestent que je leur explique des trucs parce qu'ils me disent mais est-ce que tu peux pas expliquer rapidement? Et moi, je leur dis mais je peux pas expliquer rapidement parce qu'il faut que je vous ramène à l'origine des choses. Mais on peut le faire vite. Je peux pas vous répondre d'emblée sur la période de démondialisation parce qu'il y a une démondialisation pas sans avoir fait une histoire très rapide de la mondialisation. Donc, excusez-moi, mais demandez à mes enfants, ils me diront que c'est détestable. Mais vous avez 3 phases. Vous avez 2 grandes mondialisations. La première qui va de 1860 à 1910, ce qu'on appelle la première mondialisation. Je laisse tomber celle-là, puis vous avez eu un effondrement entre les 2 guerres, et à partir de 1950, 1945-50, jusqu'à aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la deuxième mondialisation. Et dans cette deuxième mondialisation, pour répondre à la question si on vit une période de déglobalisation ou pas, il faut avoir une analyse des phases de cette deuxième mondialisation. Pour moi, il y a 3 phases. Il y en a une qui va de 1950 jusqu'en 1990, qui est une globalisation fondée sur peu de pays, en particulier les pays industrialisés, l'OCDE, les G7, plus
l'entrée des pays dont on parlait tout à l'heure, qui sont des pays à croissance rapide d'Asie du Sud-Est. Et le Japon a rejoint la globalisation aussi avec l'Italie assez tardivement par rapport aux autres pays, dans les années 60. Et cette première phase a été fondée très largement sur le désarmement douanier, l'intégration du marché unique européen, et puis également la recherche d'économies d'échelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les pays produisant sur des bases restreintes, domestiques, bien, ont eu à faire face à des chutes de rentabilité, et donc en ouvrant les frontières, elles ont augmenté leur profitabilité, grosso modo, grâce aux économies d'échelle. Puis 1990-2010, on a la période, c'est pour ça que je vais aller vite, qui est la période d'hypermondialisation. Pourquoi hypermondialisation? Parce que les taux d'ouverture des économies se sont accrus remarquablement à cause de l'entrée de pays à taille continentale. La Chine, l'Inde, l'Argentine, tout un tas de pays qui sont des pays énormes. Et donc les taux d'ouverture ont d'emblée explosé à l'échelle mondiale. En outre, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la baisse des coûts de transport, les écarts de coûts, etc., eh bien, la baisse des droits de douane, on est passé de 30% à 4% en moyenne en tarifs nominaux. Enfin bref, pas le temps d'expliquer tout ça, mais vous avez une chute des coûts de transaction en commerce terrible. Et on a eu cette grande période d'hypermondialisation qui était aussi une période d'hypercarbonation, je l'ai dit tout à l'heure. À partir de 2010, on rentre dans une troisième phase. C'est pour ça que je parle de 2010 et non pas de la crise Covid. Et dans cette troisième phase, il y a des éléments de ralentissement de la mondialisation. Mais il n'y a pas de démondialisation. Je vous ai dit que je vous répondrai à votre question. C'est ce que je dis après pour me rattraper pour mes enfants. Parce que il n'y a pas eu de démondialisation. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une démondialisation, il faut qu'il y ait un recul structurel de toutes les composantes de la mondialisation. Or, la mondialisation, c'est 5 composantes. C'est le commerce international, le commerce de biens intermédiaires. Ce sont les investissements directs à l'étranger, on va les produire sur place, et les délocalisations. C'est la finance, les capitaux à court terme, 3e composante. Et enfin, 4e composante, pas enfin, avant de vous dire la 5e, 4e composante, ce sont les flux de connaissances à travers les brevets, la recherche-développement, etc. Et 5e, les migrations internationales. Et si vous voulez avoir une idée de la dynamique de la mondialisation, il faut étudier, avec nos indicateurs, nos instruments de mesure, la dynamique de ces 5 composantes. Or, il y en a une qui s'est restreinte, c'est la migration, pour des raisons que vous connaissez bien. Il y en a une autre qui a connu une poursuite de son développement, c'est la finance, une de démondialisation dans la finance. Il n'y a pas non plus de démondialisation dans la technologie et la connaissance. Au contraire, une diffusion qui s'accélère à l'échelle mondiale. Donc, qu'est-ce qui reste? Le commerce. Qu'est-ce qui reste au niveau du commerce? Au niveau du commerce, il n'y a pas de chute du commerce mondial absolue. Il y a en revanche, depuis 2010, une baisse de la dynamique du commerce. C'est ce que les économistes appellent l'élasticité du commerce mondial, c'est-à-dire le rapport entre le taux de croissance du commerce sur le taux de croissance du PIB, de la production. Durant ma période d'hypermondialisation, vous vous souvenez, 90-2010, c'est 20 ans, le commerce croissait 2 fois plus vite que la production. C'est pour ça qu'on parle d'hyperglobalisation. À partir de 2010, donc après la crise des subprimes, 2010, c'est pourquoi 2010? Parce qu'il y a eu 2008, il y a eu la crise des subprimes, il y a eu des effets. Je n'ai pas le temps de dire en quoi les effets ont favorisé ça. Mais à partir de là, on sent une baisse de la dynamique du commerce. Donc, ce n'est pas une démondialisation absolue, mais le commerce, au lieu de croître 2 fois plus vite que la production, ce qui était le cas durant la période d'hypermondialisation, il croît au même rythme. Donc, l'élasticité est passée de 2 à 1. Donc, en d'autres termes, on croissait 2 fois plus vite et maintenant, on a le taux de croissance qui est similaire entre la production et le commerce et la production. Donc, il y a bien un ralentissement de la dynamique. Et on peut parler de démondialisation réelle de ce point de vue-là. Ce n'est pas gênant. Mais il n'y a pas une démondialisation. Il y a une dynamique de la mondialisation qui se poursuit. Parce que à quoi est due cette baisse des élasticités du commerce mondial? Ça a été très bien documenté par les travaux du CEPI en particulier. C'est une corrélation très forte entre le retournement du commerce et la baisse du commerce de biens intermédiaires. Lequel commerce de biens intermédiaires est fortement lié à la fragmentation des chaînes de valeur mondiales. Donc, au lieu de dilater les chaînes de valeur mondiales vers la Chine, on les recompose sur des bases régionales. Et donc, on a un effet là. Et j'ajouterai une chose. Vous regardez, il y a une lettre du CEPI que je voudrais
pourrais vous indiquer qu'il est lisible par les lycéens aussi assez facilement, très pédagogique. Vous regarderez les chiffres et vous verrez. Ce qui est très intéressant, c'est que la chute de la dynamique du commerce mondial, donc je dis bien, c'est que ce n'est pas une chute absolue, mais la dynamique qui se ralentit, est due à la retrait de la Chine. Simultanément, la Chine n'a plus voulu, n'a plus pu, mais n'a plus voulu aussi continuer à être l'atelier du monde. En d'autres termes, si vous regardez maintenant, et Patrick Artus a bien documenté ça d'ailleurs, les coûts salariaux unitaires dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont été en rattrapage par rapport au pays de l'OCDE. Donc il n'y a plus un avantage salarial net en termes de coûts unitaires chinois. Et surtout, la part des exportations de produits assemblés en Chine, écoutez-moi bien, de produits assemblés en Chine, dans les exportations totales chinoises, la part des produits qu'on a, des biens intermédiaires qu'on importe, qu'on assemble et qu'on exporte, on réexporte à partir de la Chine, en gros, l'atelier du monde, est passé de 60% en 2000 à 30% en 2020, 2018-2020. Vous avez une diminution par deux du taux d'exportation de produits assemblés en Chine. Ça ne veut pas dire que la Chine ne produise plus rien, mais ça veut dire que la Chine aussi tente de se retourner vers des produits à plus fort contenu en valeur ajoutée et vers le marché intérieur chinois, vers les provinces intérieures. Parce que, en fait, ce qui s'est produit, c'est que la hausse des coûts salariaux unitaires est principalement due à la hausse des coûts des salaires dans les zones côtières, Shanghai, etc. Et du coup, les autorités chinoises qui sont extrêmement efficaces se sont dit, on va aller vers les provinces intérieures et on va développer les provinces intérieures et développer un marché intérieur. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que la Chine est en voie d'autocentrage. Ce qui était relativement nouveau dans l'histoire rapide de croissance de l'économie chinoise. Donc voilà pour la troisième phase de la mondialisation qui, donc, pour conclure, ni une période de démondialisation, ni une période d'hypermondialisation, qui est une période que j'appelle de post-mondialisation, qui est le prochain ouvrage sur lequel je suis en train de travailler. Bon. Alors, je vous propose donc que nous passions directement au chapitre 12. Excusez-moi d'avoir été trop long, hein, mais est-ce que vous réagissez comme mes enfants? Vous dites que c'est trop long? Non, ça va. Donc, comme je disais, je vous propose que nous passions directement au chapitre 12 que vous avez consacré, Bruno, à la question de la croissance économique et que vous avez intitulé « La croissance des uns et le bonheur des autres ». Et je m'adresse donc à vous, Bruno. À quelles conditions la croissance d'un pays a-t-elle un effet positif ou négatif sur un autre pays? Alors, on reviendra en détail sur la croissance, les moteurs de la croissance, les chocs d'offres, de demande à l'occasion de notre 6e conférence, donc au mois de mars. Mais effectivement, il y a un rapport entre la question du commerce international et de la croissance. Même si on a vu que l'ouverture vaut toujours mieux que l'autarcie, ça ne veut pas dire que ce qui se passe à l'étranger ne peut pas avoir d'effets positifs ou négatifs, pour le meilleur ou pour le pire, sur ce qui va se passer dans un pays. Et il suffit de regarder les effets de la croissance de la Chine dans les années 2000 sur la baisse des prix de nos importations, ou en sens inverse les chocs pétro-gaziers des années 70 et 2022 sur la hausse de nos prix d'importation pour s'en convaincre. Et en ce moment, plus près d'ici, quand vous écoutez l'actualité économique, on dit que l'Allemagne irait moins bien, à la fois parce qu'elle pourrait moins exporter vers la Chine qui elle-même ralentirait, ou parce que l'Allemagne pourrait évidemment plus importer de gaz depuis la Russie qui est sous sanction. Et en sens inverse, on doit bien se dire que la hausse des prix du gaz européen aura bénéficié aux concurrents de la Russie que sont les États-Unis et le Qatar. Alors, comment le sort d'un pays donné, qu'on va supposer évidemment ouvert au commerce international, dépend de ce qui se passe ailleurs. Et alors, il faut d'abord souligner que le sort d'un pays dépend d'abord largement de lui-même, de ses facteurs de production et de leur productivité. D'abord, mais pas seulement. Et ce qu'on appelle les termes de l'échange ont un impact également. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les termes de l'échange d'un pays? C'est un rapport entre le prix moyen
de ce qu'on produit et le prix moyen de ce qu'on consomme. Ou autrement, le prix moyen de ce qu'on exporte et le prix moyen de ce qu'on exporte. Et plus ce rapport sera élevé pour un pays, mieux il se portera, plus il pourra consommer, voire produire. En effet, si Robinson est spécialisé dans la production de pommes, comme tout à l'heure, et qu'il importe des kiwis contre des pommes, eh bien, plus le rapport du prix international de la pomme au prix international du kiwi sera élevé, plus Robinson pourra échanger de pommes contre des kiwis, des pommes qu'il produit contre des kiwis qu'il importe, mieux il s'en trouvera à la fin. Et c'est ce qu'on a vu justement avec la croissance de la Chine et la baisse du prix des importations. Qui plus est, si Robinson utilise pour produire des fruits des biens intermédiaires, par exemple des filets de cueillette, eh bien, plus le rapport du prix de la pomme au prix du filet est haut, plus Robinson pourra importer des filets et produire des pommes, et il s'en trouvera mieux. Et inversement, si le prix du filet augmente. Et justement, cette dégradation des termes de l'échange, c'est ce que subit l'Europe, qui est plutôt importatrice de produits pétrogaziers, quand les chocs pétroglaciers surviennent, et c'est ce qu'on a connu dans l'année 2022. Donc, on peut dire qu'un pays va mieux quand ces termes de l'échange augmentent et inversement. Et alors, la question qui arrive ensuite, c'est comment ce qui se passe à l'étranger va influer sur ces termes de l'échange. Est-ce que la croissance d'un pays tiers améliore ou détériore les termes de l'échange de la France? Ça dépend de la spécialisation du pays tiers dont on parle. Est-ce que c'est un complément ou un substitut de la France? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un complément de la France? C'est un pays qui importe ce qu'on exporte et qui exporte ce qu'on importe. Donc, c'est typiquement un client ou un fournisseur. Et donc, quand ce pays produit plus, nos termes de l'échange s'améliorent, soit que nos prix d'importation baissent, soit que nos prix d'exportation augmentent, parce qu'il y a plus de clients à l'étranger. Et donc, ça nous est favorable. Et inversement, si ce pays tiers, ce complément, produit moins. Un substitut de la France, c'est un peu l'inverse, c'est un pays qui importe ce qu'on importe et qui exporte ce qu'on exporte. C'est un pays qui nous ressemble beaucoup. C'est un pays qui est plutôt un concurrent. Et s'il produit plus, ce concurrent, eh bien, nos termes de l'échange vont se dégrader, à la fois, soit parce que les prix d'importation augmentent, parce qu'il est comme nous, il importe la même chose, il importe plus, les prix des importations augmentent, donc ça ne nous arrange pas, soit il produit plus et il produit plus de la même chose que nous, donc il exporte plus, nos prix d'export baissent et ça ne nous arrange toujours pas. Donc, voilà. Un pays substitut, s'il va moins bien, on va mieux, s'il va mieux, on va moins bien. Et donc, c'est ainsi que la conjoncture internationale, elle peut influer à la baisse comme à la hausse sur ce qui se passe chez nous. À nouveau, ce n'est pas une raison de se fermer, mais l'autarcie restant sans doute la pire des options, mais au moins, et on l'a diablement senti pendant la crise épidémique et plus récemment avec la guerre livrée par la Russie en Ukraine, ça justifie de se prémunir d'une partie de ces aléas géopolitiques, en tout cas ceux qu'on juge les plus probables et les plus sérieux, et donc d'éviter des dépendances excessives. C'est une sorte d'assurance en fait. Ça a un coût, c'est pas gratuit, mais en même temps qu'elle a un coût, elle a ses bénéfices quand ces aléas surviennent. Merci Bruno. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Helmut, pour vous demander, le commerce international de biens ou de services similaires joue-t-il un rôle négatif sur la croissance? Alors, attendez, la dernière question, j'ai déjà répondu, donc on va la passer. Celle qui consiste à dire, vous pouvez la lire, comme ça, la dernière question. Que je viens d'adresser à Bruno. Non, la suivante. La dernière. Ah, pardon, la suivante. Ouais. Ok. Oui. Juste pour vous dire que je n'y répondrai pas parce que j'ai déjà répondu. Ok. Donc alors, si le commerce international présente des avantages mais aussi des risques, faut-il y poser des limites? Avec quels objectifs et comment? Voilà, compte tenu qu'il ne me reste que 3 minutes et je dois absolument partir, je ne peux pas répondre à la dernière parce que j'ai déjà répondu. Tous les deux, on y a répondu, d'ailleurs, Bruno aussi. Donc sur le fait que le protectionnisme peut être nécessaire dans certains cas, etc. Okay.
Donc, on efface la dernière question, comme ça je vais être juste sur l'avant-dernière qui est, vous m'avez dit, est-ce que le commerce de biens est similaire? Oui, l'un des paradoxes du commerce international depuis les années 60, c'est le fait que les économies se sont découverts des échanges de produits qui appartiennent à la même catégorie de biens. Ils échangent les mêmes biens, ce qui est une anomalie par rapport à la théorie de Ricardo, parce que si chez Ricardo, le Portugal qui produit du drap et du vin, et le Royaume-Uni qui produit du vin et du drap ont intérêt à se spécialiser, c'est parce qu'ils sont différents l'un de l'autre et qu'ils vont échanger des biens complémentaires, c'est-à-dire des biens parfaitement différents. Le blé n'est pas substituable du drap. Le drap symbolise, comme les montres, l'industrie textile, l'industrie pharmaceutique, manufacturière, et le blé, ou le vin, ça symbolise l'agriculture. Voilà, on a une complémentarité entre les deux biens. L'un ne peut pas remplacer l'autre, ni en valeur d'usage d'ailleurs, ni en valeur. C'est des compléments plutôt que des substituts. C'est des compléments, c'est pas des substituables. Voilà. Et à partir des années 60, les travaux de Balassa, toute une série d'économistes vont montrer, avec les progrès informatiques, on va descendre de plus en plus finement dans la mesure du commerce international en nomenclature des produits. On va descendre à 10 000 produits, par exemple. Et on va observer que les pays, finalement, plus ils sont proches économiquement, en termes de niveau de développement, plus ils échangent des biens qui sont dans la même catégorie, voiture contre voiture, ordinateur contre ordinateur, ce qui est un paradoxe de la théorie du commerce international. En fait, le paradoxe s'envole dès lors qu'on introduit des économies d'échelle. Et on introduit aussi une demande, qui est une demande des consommateurs, qui n'est pas seulement une demande de produits homogènes dont on veut accroître la consommation. Mais si on introduit une idée qu'on trouve déjà chez des économistes et des anthropologues depuis longtemps, que Krugman a rendu célèbre, a divulgué, c'est vulgarisé, c'est la question de la demande de différence, de différenciation. C'est-à-dire que les pays, en fait, quand ils vont vouloir importer des biens étrangers, ils ne vont pas vouloir importer des biens étrangers parce que nécessairement ils produisent moins qu'ils ne consomment, ce qui est un des facteurs d'importation. Ils vont importer des biens parce que les consommateurs aiment bien importer des produits exotiques qui ont dans la même catégorie de biens, mais qui vont avoir des caractéristiques qui sont celles des voitures allemandes, la BMW, on va la préférer. Il faut quand même être économiste pour se demander pourquoi on échange du camembert contre du parmesan. Voilà. C'est du fromage, mais c'est quand même très différent. C'est très différencié, c'est pas différent. Oui. C'est pas différent. Un bien différent est un bien complémentaire, mais effectivement, vous pouvez remplacer du parmesan par du camembert dans votre valeur d'usage, c'est pas un problème. Mais c'est des produits différenciés qui ont la même technologie, qui appartiennent à la même catégorie de branches, et donc c'est pas des produits identiques. Ah non, c'est pas des produits identiques, mais c'est pas des produits différents non plus, au sens où les économistes internationalistes appellent des produits différents, c'est-à-dire des produits complémentaires. En fait, c'est des produits substituables du point de vue de la valeur d'usage des consommateurs, mais pas substituables nécessairement du point de vue des rentes d'innovation que vont s'accaparer les firmes qui font des innovations de produits pour justement gagner des parts de marché. Et c'est là où le modèle de Krugman de 79, qui est un modèle où on prend deux pays strictement identiques, en tout point, au niveau technologique comme au niveau du nombre de consommateurs, du nombre de populations. Prenez deux pays qui ont 10 entreprises, 10 consommateurs, ou 10 millions de consommateurs, la France et l'Allemagne, eh bien, il n'y a pas besoin d'être différent pour commercer. Alors que chez Ricardo, comme chez Adam Smith, il faut être différent pour commercer. Sans quoi on ne peut pas être différent. Aujourd'hui, on peut dire que deux étudiants qui ont les mêmes notes en maths et en économie n'ont pas intérêt à échanger. Mais en fait, ils peuvent avoir exactement les mêmes notes et quand même avoir intérêt à échanger parce qu'en mettant tout leur temps nécessaire à fabriquer, à faire que des maths, par exemple, ils gagneront à l'échange. Ça, c'est quand on prend des produits différents. Mais quand on produit des produits similaires, c'est la même chose. On peut gagner à l'échange en produisant et en important et en exportant des biens similaires. C'est pour ça que vous parlez de biens similaires. Les biens similaires sont ce que les économistes internationalistes appellent des biens différenciés. Parce qu'en fait, il faut revenir à la définition de ce qu'est un bien. Un bien, chez un économiste, comme Lancaster, c'est une collection de caractéristiques. Ce n'est pas un bien en soi qui est une valeur intrinsèque liée à son usage. C'est du point de vue du consommateur que ça se produit, que ça s'identifie. Donc un bien, c'est une collection de caractéristiques. Alors prenez un iPhone ou un smartphone. Un smartphone, il a une valeur d'usage qui est celle de téléphoner, d'utiliser Internet, etc. Mais vous allez avoir une collection de caractéristiques idéales qui va être celle du consommateur et qui est spécifique à chaque consommateur. Et le consommateur va se rapprocher
de l'offre de produits différenciés le plus proche de sa collection idéale. Ce que Lancaster appelle la collection idéale de l'individu X qui veut consommer un iPhone qui est miniaturisé, qui fait telle caractéristique, etc. Si on a 3-4 caractéristiques. Donc en fait, quand on échange des biens, en réalité, on échange des collections de caractéristiques des biens. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir des biens différenciés. Maintenant, ce qu'il faut regarder de près, c'est que l'essentiel du commerce intra-branche, on appelle commerce intra-branche, donc un commerce à l'intérieur d'une même branche, c'est du commerce de gamme ou de qualité différente. Et quand on introduit les différences de qualité, on introduit aussi les différences de niveau de développement, les différences de technologie. Donc, si vous prenez le commerce européen, il y a à peu près 20% de commerce intra-branche horizontal. On échange exactement les mêmes biens qui ont les mêmes prix, mais des caractéristiques différenciées. La BMW, qui a la même caractéristique que la Renault de même gamme, empiriquement, on peut dire que quand l'écart de prix est inférieur à 15%, on peut considérer que c'est le même bien du point de vue des consommateurs, la théorie de la consommation. Encore une fois, je reviens à Lancaster. Et puis, par contre, l'écart de prix est très, très élevé pour la même voiture. Pour une voiture, par exemple, si on a une Twingo et une BM de haut niveau, etc., on va avoir un écart de 1 à 100 de prix. Ben là, on est dans du produit différencié verticalement, en qualité. Là, c'est plus tellement du commerce intra-branche pur, en concurrence monopolistique. Et donc, dans les deux cas, le commerce international intra-branche est favorable à la croissance de la même manière qu'il l'est selon les conditions dont nous avons parlé pour le commerce interbranche, c'est-à-dire le commerce de produits différents, de produits complémentaires. Voilà. Merci beaucoup. On reparlera de complémentarité, de substituts un petit peu plus tard avec la concurrence. Il y a des biens qui sont tout à fait complémentaires. Par exemple, l'essence et la voiture, c'est complémentaire. L'un va pas sans l'autre. Il y a des biens qui sont un peu complémentaires, un peu substituables. Par exemple, le train et la voiture, c'est un peu complémentaire, un peu substituable. Et puis enfin, il y en a qui sont totalement concurrents. Par exemple, la Stellantis et la BMW. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc on aura aussi l'occasion de revenir sur tous ces concepts. Béatrice, comment tu veux qu'on procède? Parce qu'on a commencé un petit peu en retard, donc on n'est pas tout à fait au bout. On peut prendre quelques questions. Les autres, on y répondra de toute façon sur le forum. En suivant le site Melchior, vous trouvez le forum et on répond aux questions écrites par écrit. Voilà. Est-ce qu'on prolonge? Est-ce qu'on s'interrompt? À toi de nous dire. C'est l'heure qui va nous donner. Je vois qu'il est 19h05. D'accord. Donc, on va s'arrêter là. Rendez-vous sur le forum alors pour toutes les questions qui ont pu être posées et on y répondra dans les meilleurs délais. Et dans le nombre des questions, on voit passer des choses qui vont être abordées également dans les conférences suivantes. Donc, c'est pour ça que je vous invite à suivre les conférences suivantes. Je vous invite aussi à revoir ce replay. Moi, je donne rendez-vous avec mes étudiants avec le replay pour retravailler la densité de ces échanges. Un grand merci à vous, Bruno et Almoud, qui a dû partir rapidement, mais qui était également passionnant. Et j'ai le grand plaisir, pour clôturer ces échanges, de vous donner tous rendez-vous le 5 février à 17h30 avec Didier Marteau, qui est professeur de finance à l'ESCP. Un très beau moment et venez en présentiel. On vous invite tous dans l'espace Champéret pour pouvoir partager et prolonger les échanges avec vous, Bruno Bensasson. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci.